Je viens de Golan, Oui, c'est bon. donc de me Donc vous montrez seulement. oui, Golan Campus matinal est accueilli très bien puisque je l'écoute sans parasite, 100%. Emmanuel est un grand ami de la radio. Emmanuel, bonjour, bienvenue sur Campus Matinal. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Emmanuel? Ça va très bien. Alors, le nom, c'est quoi? Vous êtes Emmanuel? Mon propre nom, c'est Épée Digobé Emmanuel. Certainement, beaucoup vous reconnaîtront à l'université de Yaoundé. Effectivement. Vous avez servi dans cette institution pendant des années? 37 ans. Vous travaillez dans quel service, Emmanuel? Dans le service du personnel enseignant. Comment avez-vous découvert Campus Matinal? Très jovial, très jovial. Oui. Je pense que je vais continuer à arriver ici. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette émission? Qu'est-ce qui vous fait écouter cette radio? D'abord, le personnage, particulièrement la musique. Eh bien, le générique qui ne trompe pas, c'est celui qui annonce l'invité de la semaine sur notre antenne, madame, monsieur. Et là, il a fait le déplacement de la maison de la radio. Il vient de Douala, répondant favorablement à l'invitation de Radio Campus Uclé 2, madame, monsieur. Lui, c'est le professeur René Joly Asako. Il est vice-recteur à l'université de Douala. Il est géographe, professeur titulaire de géographie. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Campus. On ne cessera jamais de le dire. Radio que vous connaissez très très bien. Oui, merci beaucoup. Ça fait quelques dizaines de fois que je suis passé ici. Oui. Alors, professeur, vous êtes professeur titulaire de géographie. Hors échelle, voilà. Et l'actualité en ce moment au Cameroun, c'est les inondations qui causent déjà assez de dégâts sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan matériel. Qu'est-ce qui fait problème, professeur? Alors, merci pour la question. Je dois d'ailleurs signaler que dans le cadre des activités de l'Académie des sciences du Cameroun, je prononce une conférence sur les inondations le 17 ici même à Yaoundé. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que les gens n'ont pas la mémoire. On n'a pas la mémoire parce que je dois dire que les inondations, ce n'est pas qu'une affaire du Cameroun. Le monde entier connaît les inondations. C'est seulement qu'on n'est pas en vidéoconférence. Je vous aurais présenté une carte qui montre que finalement, les inondations, ça touche le monde entier. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ça n'est qu'au Cameroun qu'il y a les inondations. La deuxième chose, c'est que les inondations sont un phénomène naturel. Il ne faut pas qu'on se dise que... il ne faut pas qu'on le trouve des raisons qui n'en sont pas. C'est un phénomène tout à fait naturel. C'est l'eau qui cherche son chemin. C'est l'eau qui n'arrive plus à se contenir dans les canaux où elle doit circuler. Elle déborde donc c'est tout à fait naturel. L'autre chose que je peux dire, c'est que les inondations sont un phénomène prévisible. C'est pour ça que je parle de la mémoire. Le problème, c'est que dès qu'on va finir d'en parler en 2020, lorsque l'étiage va arriver, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'eau, les gens se sentiront sécurisés, on ne va plus en parler. Et puis en 2021, quand les mêmes phénomènes vont se reproduire à la même période, on va faire comme si cela n'avait jamais existé. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les inondations, c'est un phénomène cyclique. C'est dans un cercle. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, le phénomène reprend. C'est simplement qu'entre les deux oscillations, on n'a pas pris des mesures préventives. Donc, il ne faut pas qu'on se pose trop de problèmes, trop de questions là-dessus. Donc, 1, c'est un phénomène naturel. 2, c'est un phénomène qui touche le monde entier. 3, c'est un phénomène cyclique. Mais comme je suis un géographe transcendant, il faut aussi dire que les inondations, comme d'ailleurs la plupart des grosses catastrophes qui arrivent, ne sont jamais totalement aussi innocents qu'on le croit. Alors, professeur, vous avez dit que nous n'avons pas la mémoire.
voudrais dire qu'on est négligent. Les villes de Douala et une bonne partie de l'extrême nord sont particulièrement touchées par ces inondations régulièrement, je voudrais dire chaque année. Oui. Comment comprendre cela, les deux villes? Pourquoi est-ce que c'est particulièrement de ce côté-là qu'on a des problèmes? Non, je ne crois pas. Je dois dire que les inondations viennent d'une combinaison de facteurs. Premier facteur, la pédologie, c'est-à-dire la composition du sol. Oui. Si le sol n'est pas suffisamment poreux, ça veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir d'infiltration de l'eau. Donc il faut voir quelle est la composition pédologique des deux sites urbains. Si c'est un sol argileux, ou sablo-argileux, ou argilo-sableux, un tel sol a beaucoup plus de prédisposition pour retenir de l'eau en surface. Parce que la structure de l'argile est telle que les particules sont tellement compactes qu'elles ne laissent pas passer l'eau. Premier facteur. Deuxième facteur, la pluviométrie. C'est pour ça que je parlais de la prévision. Nous savons qu'il y a des saisons sèches, il y a des saisons pluvieuses. Vous ne verrez pas du tout d'inondation pendant la saison sèche. Ça n'existe pas. Or, la saison pluvieuse, ça ne s'improvise pas. On sait que ça sera de tel mois à tel mois. Puis on aura une période sèche. Et l'autre saison pluvieuse va recommencer de tel mois à tel mois. Dans le cas de la ville de Douala, c'est un climat équatorial avec une variante maritime, avec l'exposition des vents humides qui viennent de l'océan Atlantique, ce qui fait donc une pluviométrie exceptionnelle, mais avec deux pointes qui constituent donc les deux saisons pluvieuses. Ça veut donc dire qu'on peut déjà savoir à l'avance qu'à telle période, il y a risque d'inondation. Alors, lorsque vous mettez cela ensemble, il y a maintenant des facteurs totalement anthropiques. C'est-à-dire, là, ça dépend de l'action que l'homme mène sur son environnement, sur son espace d'habitation, sur son espace de production économique. Et là, vous avez des facteurs d'aggravation, comme par exemple l'occupation du sol, l'occupation anarchique du sol. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on construit là où cela n'est pas permis, et on ne permet l'urbanisation que là où les conditions de conservation de l'environnement, d'assainissement le permettent. Mais qu'est-ce que vous remarquez à Douala et à Yaoundé, même presque dans toutes les villes, nous avons les 3/4 du site urbain qui sont occupés de façon anarchique. Je voudrais revenir en arrière parce que j'ai oublié un autre aspect, c'est la géomorphologie. C'est-à-dire la forme du relief. Oui. La forme du relief intervient beaucoup. Vous allez voir que dans le cas de Douala et des villes de l'extrême nord dont vous parlez, le terrain est plat. La pente est faible, elle est proche de zéro. Alors, lorsque l'eau ne peut pas, lorsque la pente du terrain est faible, ça veut dire que l'eau a du mal à s'écouler, puisque de façon tout à fait naturelle, l'eau coule des points les plus élevés vers les points les plus bas, en rapport avec le niveau moyen de la mer qui est de 0 m d'altitude. Bon, alors, lorsque la pente est faible, le terrain, l'eau a du mal à s'écouler. Et si l'eau a du mal à s'écouler, elle va donc occuper plutôt l'horizontalité, et c'est ce qui provoque donc les inondations. Oui. Revenons donc maintenant aux facteurs d'aggravation qui sont d'origine anthropique. Eh bien, c'est cette urbanisation anarchique dans les zones sensibles, dans les zones plates. Parfois même, vous avez des situations à Douala où on a des zones en deçà du niveau moyen de la mer, oui, qui est de 0 m d'altitude. Alors, que voulez-vous, lorsque le niveau d'eau augmente, il n'y a pas d'autre solution, ça va envahir les maisons, ça va envahir les zones d'occupation et tout ça. Maintenant, il y a des facteurs qui sont liés beaucoup plus à la globalisation environnementale. Nous parlons chaque jour de l'élévation du niveau moyen des mers, des océans.
c'est pas une affaire de Douala, c'est pas une affaire de Espatie, c'est l'augmentation de la température qui fait fondre donc les calottes glaciaires et qui augmente donc le niveau moyen de la mer. Je peux vous dire déjà que on ne s'en rend pas compte, mais les 3/4 de la planète Terre sont constitués d'eau. Les 3/4. On pense qu'on est en sécurité, mais on est en sécurité nulle part. Je ne suis pas catastrophiste, mais tout à fait géographiquement, je vous le dis, la Terre peut finir à tout moment. Parce que si ces calottes glaciaires-là fondent totalement, déjà, il n'y a qu'un tiers de la Terre qui soit émergée. Ça veut dire qu'on peut être englouti par l'eau à tout moment. C'est pour ça que tout le monde s'alarme sur le réchauffement climatique parce que ça peut avoir des conséquences incalculables. Alors, professeur, parmi les causes des inondations, telles que vous expliquez, il y a, du moins, les causes aggravantes sur le plan humain. Vous avez parlé de l'occupation anarchique du sol. Oui. Alors, on en parle chaque année. Est-ce que l'État, quelque part, on ne doit pas pointer du doigt l'État du Cameroun, qui laisse quand même les populations construites dans les zones à risque, et chaque jour, on retrouve encore plus de maisons construites dans ces zones dangereuses? Bon, vous connaissez, moi j'ai une position un peu iconoclaste sur cet aspect-là. En tant qu'urbaniste, je pense que l'État est dans son rôle. L'État est dans son rôle. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer un toit à tous les citoyens. Bon, mais est-ce qu'il a les moyens forcément pour le faire? Lorsque vous voyez l'offre de logements sociaux publics, vous la mettez en rapport, cette offre-là, avec les demandes, les besoins en logement, eh bien, le rapport est tout à fait défavorable pour que tout citoyen puisse avoir un logement décent. Alors, l'État est quelquefois obligé de procéder par ce qu'on appelle la tolérance administrative. Qui conduit à la désobéissance. On sait que ce que les gens font n'est pas bien, mais ça peut quand même résoudre un certain nombre de problèmes, parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens ne construisez pas. Ne construisez pas à tel endroit. Si vous me dites ne construisez pas à tel endroit, mais montrez-moi là où je peux aller construire sainement. Ça veut dire qu'il faut que l'interdiction de construction s'accompagne d'offres de terrain sécurisées pour que les populations puissent se loger. Donc il y a ça. Bon, il y a aussi que l'État est quand même en difficulté par rapport à l'application de la loi, parce que je peux vous dire, si toutes les ordonnances prises en juillet 1974, et si d'ailleurs la loi de l'urbanisme de 2004 avait été appliquée, on aurait au moins 90% de problèmes résolus. Bon, mais on ne peut pas aussi aller à une application aveugle de cette loi compte tenu des réalités que nous connaissons. Donc, il y va de l'État, mais aussi des acteurs des zones urbaines. Parce que, bon, l'État, c'est qui? L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Hein, c'est nous tous. Lorsqu'il y a des dispositions sécuritaires, législatives, réglementaires qui sont prises pour réguler l'occupation du sol, le fait que les gens choisissent de ne pas respecter ces dispositions, eh bien, ça veut dire qu'ils ils exposent l'État en même temps. Maintenant, il y a des questions, enfin, des aspects plus ou moins axiologiques dont il faut tenir compte. Je peux dire de la moralité. Qui sont les acteurs de cette urbanisation anarchique? C'est vous et moi, M. Fondou. C'est vous et moi. Parfois, ce sont les acteurs qui sont censés travailler dans le sens du respect de cette régulation, de cette réglementation, de cette législation. C'est eux aussi qui sont parfois derrière tout ça. Alors, mais dès l'instant qu'on veut appliquer la loi, on s'attaque à d'autres problèmes, à d'autres phénomènes sociologiques, éthiques, qui font qu'après, finalement, c'est tout le monde qui est dans le coup. Mais professeur, on dit force à la loi. Oui, force à la loi. Vous ne pouvez pas quand même, ce que beaucoup pensent, oui, laisser prospérer les constructions anarchiques, et puis maintenant on va faire appel à l'État pour venir aider les populations sinistrées, alors qu'on aurait bien pu éviter cela en interdisant complètement les constructions dans ces zones. Bon, je crois que pour l'interdiction, je vous ai déjà un peu répondu, mais
Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Lorsque vous, monsieur Fonkou, maire de Yaoundé, je ne sais pas quoi, vous dites à moi, à Sako, il ne faut pas construire à tel endroit. Au lieu que moi, à Sako, je comprenne que le maire a raison de m'interdire de construire à tel endroit, ça sera que parce que je suis une Toumou. Non, disons-nous les choses, nous sommes Camerounais. On va dire, c'est parce que je suis une Toumou que M. Fonkou, qui est de l'Ouest, ne veut pas que je construise à tel ou tel endroit. C'est ça aussi le problème. Il faut je veux dire, on est dans ce qu'on appelle le déni de la réglementation. Ou tout au moins, comment je peux appeler ça? On est dans une situation de substitution de la considération d'un certain nombre de choses qui malheureusement sont fondamentales. Donc, il faut qu'on se le dise. Bah, vous me connaissez, moi je suis urbaniste, j'ai toujours pensé que on ne peut pas, en l'état actuel des villes camerounaises, on ne peut pas faire l'aménagement sans casser. Parce que nous avons les 3/4 des sites urbains qui sont construits contre-légués, si je peux dire. Alors, pour ça, une autre question de Frédéric Omba. Tout d'abord, bonjour, professeur René Julien Sako. Bonjour. On rappelle que vous êtes vice-recteur à l'université de Yaoundé 1 et géographe transcendant. Université de Douala. Je le fus à l'université de Yaoundé. Vous êtes il y a 3 ans. Actuellement, vous êtes vice-recteur à l'université de Yaoundé de Douala, effectivement, et géographe transcendant. Oui. Alors, quel serait pour vous l'aménagement le plus pertinent pour être protégé des crues? L'aménagement le plus pertinent serait d'abord de s'éloigner des zones inondables qu'on aura préalablement identifiées. Et les méthodes d'analyse géographique actuelles le permettent. La modélisation numérique de l'altitude permet de savoir quelles sont les zones qui sont exposées au risque d'inondation. Quelles sont les zones qui présentent les pentes les plus faibles du site urbain pour que les gens n'y construisent pas. Il faut donc l'aménagement, comme vous le dites, 1. Identifier les zones qui sont inondables. 2. Y interdire la construction. Parce que la construction n'est pas la seule forme d'occupation du sol, y compris en milieu urbain. Pourquoi ne pas aménager à ces endroits-là des espaces de loisirs? La ville n'est pas que l'espace de production des biens, c'est pas moi, des résidences. La ville, c'est aussi un lieu de flânerie, un lieu de romance, un lieu de loisirs, un lieu de bonheur. Depuis que nous avons le parc, comment on appelle, le bois Sainte-Anastasie au centre-ville de Yaoundé, ce n'est pas des constructions d'immeubles qu'on voit là-bas. C'est des plantes, c'est des grenouilles, c'est des papillons, je peux vous dire, des tas de mariages se sont conclus là-bas. Ah, ça c'est clair. Hein? Des tas de bonnes choses se sont conclues là-bas. C'est un espace de flânerie, vous voyez les chauves-souris, vous voyez les colibris, vous voyez si. C'est ça aussi la ville, un lieu de flânerie. On a tendance à croire que la ville ne doit être que du béton, mais je dis non. Ce n'est pas ça. Beaucoup de villes ont construit leur image, parfois l'image rattachée à l'ensemble du pays, à travers ces lieux de romance. Quand vous allez à Venise, quand vous voyez la tour de Pise, quand vous voyez la tour Eiffel, vous voyez, ça représente finalement tout un pays. Or, ce n'est pas des lieux où on va produire des biens de consommation courante, ce n'est pas des lieux où les gens vont habiter en masse, mais c'est des lieux de rêve. Il faut aussi qu'on fasse ça dans nos villes africaines, que la seule façon d'occuper l'espace, ce n'est pas le béton. Donc on peut aménager ces espaces, ces lieux inondables, en espace de loisirs, en espace de flânerie, en espace de romance, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, merci professeur. Vous avez à votre droite mademoiselle Mercedes Biboum. Elle a une préoccupation concernant le sujet. Yes, Professor. Does it mean to solve the problem, we should, I don't know, get the population away from these floods, from the areas where there are floods, or will these floods not finish up by pushing away the population of Douala, like sending them away from Douala? I don't know. Maybe by coming back to Yaoundé, will it help them, or help the town, Douala town, to solve the problem of floods? Non, mais il ne s'agit pas de chasser les gens de la ville.
Il s'agit de les enlever de là où ils sont en danger pour les mettre là où ils sont beaucoup plus en sécurité. Ce n'est pas sortir de... Enfin, il ne s'agit pas d'ailleurs, de toute façon, il y a les dangers partout. C'est une question, de potentiométrie, madame. Je veux dire, aucun endroit sur Terre n'est totalement sécur, même là où nous sommes ici en studio. Le risque zéro n'existe nulle part. Et quand vous ne serez pas exposé aux inondations, vous pourrez être exposé à autre chose. Vous pouvez être exposé à une mine, vous pouvez être exposé au feu, vous pouvez être exposé à, je sais pas moi, à la circulation automobile, je ne sais pas. Et rien n'empêche que un gisement de pétrole éclate là sous nos pieds. Le risque zéro n'existe nulle part. Il s'agit simplement de minimiser, d'installer les populations là où le risque est moindre. Donc il faut envisager la syndinologie, c'est-à-dire l'étude des dangers dans l'entrecroisement des paramètres. Il y a l'inondation, il y a le feu, il y a ci, il y a ça, il y a ça. C'est en croisant ces paramètres qu'on se dit, voici un endroit qui peut être un peu plus sécur, parce que vous pouvez fuir les inondations dans les bas-fonds de vallée, mais si vous vous installez sur une pente abrupte, mais vous êtes exposé au glissement de terrain. C'est ce qui s'est passé à Bafoussam dernièrement. Vous êtes exposé au glissement de terrain qui sont tout aussi dangereux que les inondations. Alors, professeur, avant-dernière question, dans cette série, en face de vous, elle s'appelle Ruth Nj, également une préoccupation. Good morning, Professor, and thank you for talking to us. And you, a while ago, you were explaining that the more reason why these floods occur is that they are on flat land. Water needs to move from a higher ground to a lower ground. Now, my question is, in case that the drainage and infiltration capacities of an area are insufficient to evacuate the water received, what methods can be applied in order for this situation to be remedied? D'accord. Bon, ce que je peux vous dire, madame, c'est que dans l'absolu, aucune zone ne peut être déclarée inconstructible. On peut construire et s'installer partout. Maintenant, il faut simplement sécuriser, il faut des aménagements de sécurité, de sécurisation. Vous allez dans un pays comme le Canada, vous allez à Montréal, vous avez des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines. Parce que quand il fait très froid en haut, les gens vivent où? Ils vivent sous terre. Il faut seulement prendre des dispositions pour ça. Pour protéger le sol, pour l'aménagement des métros, partout où le métro existe, il est souterrain. On prend des dispositions pour qu'on puisse exploiter le souterrain sans qu'il y ait des éboulements. C'est comme ça qu'on peut aussi construire. Attends, les plateformes pétrolières, on les fait où? Dans la mer. C'est dans la mer. Oui. Mais on prend des dispositions pour que cela soit sécurisé. Donc, le problème ici, c'est que les gens s'installent dans des zones sensibles sans aménagement sécuritaire préalable. À qui la faute, professeur? Hein? Ben, à qui la faute? La faute est partagée. La faute est partagée. La faute est partagée. Il va de la responsabilité de l'État. Mais je veux d'abord qu'on se comprenne que l'État, c'est nous tous. C'est vrai aussi. Hein? Les gens qui votent les lois à l'Assemblée, c'est nous qui les avons élus. Mais ils ont le bras long. Oui, c'est nous qui les avons élus. Donc on ne peut pas se retrouver totalement, comment je veux dire, étranger à ces lois votées par des gens que nous avons élus. Donc l'État, c'est nous tous. Donc il y a cette part de responsabilité là, de la non-application des dispositions législatives et réglementaires qui émanent de l'État. Oui. Il y a maintenant, si je voulais, la déviation. Parce qu'il y a la non-application d'une part, il y a la déviation des textes de loi. Maintenant, il y va aussi de la responsabilité de nous-mêmes. Hein? Pendant que mon enfant est en train de se noyer dans l'eau de l'inondation, mais le président de l'Assemblée est-il là? Du tout. C'est mon enfant qui se noie. Il faut éviter chaque fois de jeter la pierre aux autres. Pendant que moi je le fais, est-ce que le ministre des Domaines est là? Mais je ne veux pas, il faut que je me dise que en cas d'inondation, eh ben, moi-même je suis concerné. Et même proprement dit, mais il y a les conséquences de l'inondation. Bien souvent après ça, c'est des épidémies de choléra et de toutes les maladies liées à l'eau. Bon, quand ça arrive, le ministre de la Santé est-il là?
il va venir en dernier recours pour sauver la situation si elle est encore sauvable. Donc, il revient à nous aussi, population, acteurs de cette urbanisation anarchique, de savoir quoi faire. Qu'est-ce qui cause aussi les inondations, comme je le dis? Regardez ce qui se passe souvent en centre-ville de Yaoundé. À la poste centrale. Regardez bien ma main. Le réseau hydrographique de Yaoundé est comme ma main. Vous avez toutes les rivières qui convergent vers la poste centrale avant de se terminer par le Mfundi qui descend vers l'aéroport. Ça fait que ça, c'est le point de convergence de presque toutes les rivières de Yaoundé. Oui. Mais c'est dans ces rivières que vous et moi, nous jetons les bouteilles plastiques qui obstruent donc le canal souterrain, parce qu'à ce niveau exactement, le Mfundi et toutes ces rivières-là sont enterrées. Mais si le canal souterrain est enterré et bouché par les matières plastiques, vous voulez que l'eau fasse quoi? L'eau va venir en surface. C'est ça le problème. Et même, je n'ai jamais vu une chose aussi têtue que l'eau. Vous ne pouvez pas barrer la route à l'eau. Impossible. Lorsque vous barrez la route à l'eau, elle s'accumule, elle va toujours trouver un moyen pour s'écouler du point le plus haut vers le point le plus bas. Et le site de Yaoundé est comme ça. Oui. Le site de Yaoundé est comme ça. Quand je vais comme ça, depuis Mbankolo, Toudi, en allant vers le sud. Donc vous ne pouvez pas arrêter l'eau. Donc, vraiment, allez un peu marcher du Mfundi. Où est-ce que les BAMC et nous-mêmes les acheteurs, où est-ce que nous jetons tous les déchets? C'est dans l'eau. Alors, professeur, Après, on se plaint que... professeur, on va sortir dans quelques minutes. Vous êtes au-delà de votre casquette de professeur titulaire de géographie hors échelle. Oui. Vous êtes un écrivain qui avait à votre actif plusieurs, je voulais dire, plus d'une dizaine de livres, parmi lesquels la outils conceptuels et méthodologiques pour géographier autrement en Afrique. Alors, présentez-nous un peu ce livre, professeur, qui sûrement a un lien avec le sujet du jour. Bien, c'est un livre vraiment iconoclaste, hein, il faut le dire. La géographie transcendante, c'est quoi? Justement, la question, je voudrais vous la poser. La géographie transcendante, ça, que je vous dis d'abord d'où nous venons. Oui. Jusque-là, on s'est intéressé aux phénomènes géographiques pour eux-mêmes, en se limitant à eux. Mais avec cette approche, géographier l'en-deçà des phénomènes géographiques et l'au-delà des phénomènes. Par exemple, nous parlons des inondations. Tout ce que j'ai cité là, ce sont des causes plus ou moins géodynamiques. Mais est-ce que c'est tout? Je ne crois pas que ce soit tout. Les inondations peuvent aussi être annonciatrices d'autres phénomènes que vulgairement on peut appeler surnaturels. Oui. Hein? Mais en fait qui relèvent de l'immatériel négro-africain, M. Fonkou. Vous ne pouvez plus imaginer un Assako juste parce que j'ai été à l'école. Mais je suis né où? J'ai été élevé comment? Dans quelle tradition? Dans quelle culture? Alors, la géographie transcendante, c'est une géographie qui se met dans le continuum de la sorcellerie. Mais pas la sorcellerie au sens péjoratif qu'on a toujours eu de cela, mais la géographie comme le pouvoir, le savoir des savoirs. Monsieur Fonkou, ce micro sur lequel je parle, c'est de la sorcellerie. Transformé en micro qui peut transformer la voix. Le papier qui a concouru à la fabrication de ce livre, qui vient d'une pâte à papier, qui vient du bois, c'est de la sorcellerie. C'est de la haute connaissance. Mais le problème, c'est qu'on a pensé que la science pouvait tout expliquer. La science ne peut pas tout expliquer, M. Fonkou. Sinon, on aurait eu des explications, des démonstrations plus précises, des axiomes, des théorèmes mathématiques, des limites classiques. Qui peut en donner? Comment vous pouvez expliquer que de n'importe quelle, la circonférence de n'importe quel cercle ramené au diamètre arrive toujours à un seul chiffre, 3,1416? Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a des choses comme ça que scientifiquement on ne peut pas prouver, on ne peut pas démontrer. Et il faut qu'on dépasse cette façon de voir les choses.
Voilà. Et au-delà de ça, maintenant, il y a la déconstruction de certaines fixités méthodologiques qu'on a toujours utilisées en géographie, l'ordonnancement de la recherche, tout ça est contenu justement dans cette livre-là. Bon, maintenant, si vous avez des questions beaucoup plus précises, on peut y aller. Alors, professeur, quel est le destinataire pour qui vous écrivez ce livre? Bon, ce livre, je l'écris pour tout le monde. Oui. Hein? Je dis ceci. Un livre pour tous. Je vous lis la 4e de couverture. La dernière paragraphe. Un livre pour tous, étudiants, jeunes chercheurs et chercheurs seniors. Un livre plein d'audace qui déconstruit nombre d'idées reçues et bouscule beaucoup de fixité de la discipline géographique. Mais en fait, au-delà de la discipline géographique, c'est presque toutes les disciplines scientifiques qui peuvent s'inspirer de ce qui est dit dans ce livre. Parce que, au-delà de toute chose, ce que je dis aussi dedans, c'est que l'Africain doit se réapproprier le savoir. Parce que le savoir est essentiellement négro-africain. Je m'explique. Il n'y a pas longtemps, l'humanoïde le plus ancien qu'on avait découvert, c'était Adipithecus ramidus, qui avait plus de 4 millions d'années. Dans l'est de l'Afrique. Il était noir. Comme si cela ne suffisait pas, on a découvert Toumaï au nord du Tchad. Plus de 7 millions d'années. Et Toumaï était noir. Donc l'antériorité de l'humanité appartient bel et bien à l'homme noir. Et lorsqu'on va maintenant en termes de civilisation, de savoir, c'est la civilisation négro-africaine, des paléo-égyptiens, qui étaient tous noirs. En tout cas, en l'état actuel des connaissances, que ce soit l'antériorité de l'humanité ou l'antériorité des sciences, eh bien, l'homme noir a cela sans partage. La preuve, tous ces savants grecs qui sont passés dans la vallée du Nil, ils sont allés chercher quoi? C'est cette sorcellerie, c'est ce savoir des savoirs. Mais en disant ça, je me dis, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Il faut que les Africains se posent des questions. Comment se fait-il que nous, disposant de l'original de ce savoir des savoirs, on ait été conquis et que nous continuons à être dominés par des gens qui n'ont eu que la photocopie de ce dont nous seuls avons l'original? Il y a un problème. Il faut que l'Africain se pose des problèmes, se pose des questions. Il y a nécessité d'un changement de paradigme, d'un changement de mentalité. Il faut qu'on arrête de se mortifier. Parce que nous avons des raisons suffisantes de montrer le chemin au monde. Alors, professeur, ce livre est sorti, c'est déjà disponible? Oui, c'est sorti au mois d'août. Au mois d'août, c'est-à-dire cette année? Oui, le mois passé. Le mois passé? Oui, 2020. Alors, est-ce qu'il trouve écho près du ça, je peux vous dire ça, que c'est... j'ai souvent publié des livres, mais j'en ai pas eu et qui est connu un tel écho. Hein. D'accord. Alors, professeur, où le trouver? Aux éditions L'Harmattan Cameroun, oui, au centre, que ce soit à Paris ou ici à Yaoundé ou L'Harmattan à Côte d'Ivoire, enfin partout où L'Harmattan est installé, oui. Vous pouvez le commander en ligne. Moi j'ai eu quelques exemplaires comme auteur, mais je peux vous assurer que les 100 exemplaires que j'ai eus sont en train de s'épuiser. Ok. Ça part comme des petits pains, parce que les gens entendent un autre son de cloche, un autre discours. Par exemple, ce que je dis dedans. Monsieur Fonkou, parcourez les mémoires de master 2, de thèse, de doctorat qui se font partout en Afrique. Moi, je peux le dire parce que j'ai fait le tour. Oui. Hein, j'ai fait le tour. J'ai présidé plus d'une vingtaine de jurys de thèse. J'en ai dirigé une vingtaine jusqu'à la soutenance. Les mémoires, je n'en compte pas. Vous avez des fixités méthodologiques surannées, dépassées, qui n'ont plus lieu d'être. Il faut toujours accoler une recherche sur des théories qui sont éculés des maîtres de nos maîtres, comme si ces maîtres de nos maîtres avaient arrêté le raisonnement. Mais il est temps que les chercheurs africains arrivent à innover. Et ça, je l'ai dit là-dedans. Nous devons afro-endogénéiser la recherche, la pensée, la réflexion. C'est ça. On ne peut pas tout le temps faire les mêmes choses parce qu'on a toujours fait ça. Autre archaïsme, la méthode hypothético-déductive. Prenez n'importe quelle mémoire de n'importe quelle unité de formation doctorale, n'importe quelle thèse. J'ai fait ça selon la méthode hypothético-déductive.
Quand bien même les fondamentaux de cette méthode n'y sont pas. Quelqu'un vous parle de méthode hypothético-déductive, il n'a pas d'indicateur mesurable. Il ne peut même pas vous produire la preuve des hypothèses dont il dit avoir vérifié. Mais il y a un problème. Qui a dit que n'importe quelle recherche doit être hypothético-déductive? Je dis non. La preuve, c'est que lorsque vous regardez les articles scientifiques, vous regardez les ouvrages scientifiques, il n'est pas question dedans des approches hypothético-déductives. Mais pourtant, on y trouve des résultats concluants. Alors il y a lieu de se poser des questions et de passer à autre chose. Voilà autant de situations que je démêle dans ce livre-ci. Et effectivement, il y a lieu de se poser beaucoup de questions et nous pouvons assurer nos auditeurs qu'ils pourront trouver des réponses à ces questions dans ce livre que vous venez de publier aux éditions c'est l'Harmattan. Géographie transcendante du professeur René Joly Asako, qui était notre invité ce matin. Il est vice-recteur à l'université de Douala. Il est auteur de plusieurs ouvrages. C'est combien d'ouvrages déjà pour ça? Là, on va à la dizaine. La dizaine d'ouvrages. Oui. Mais il y a un autre que j'annonce pour le début de l'année prochaine, c'est la rhomboscopie existentielle. C'est-à-dire, j'explique la vie par la théorie des losanges. Voilà, vous êtes professeur titulaire de géographie hors échelle. Vous êtes ancien chef de département de géographie à l'école normale supérieure. Pendant plus de 10 ans. Voilà. Merci professeur d'avoir fait le déplacement de Douala pour répondre à notre invitation. On va vous souhaiter bon retour à Douala. Merci. Mais je suis surtout Mwaba Mimboman. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis le vice-roi de la tribu des Mimboman. Ah, le vice-roi. Et ce qu'on appelle Mimboman, c'est aussi les Yesok. Oui. C'est aussi les Yezoum. C'est aussi les Yedouk. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir été ici. Nous ne manquerons pas l'occasion de vous inviter de nouveau voilà, pour nous expliquer davantage ces phénomènes et pourquoi pas parler de vos différents ouvrages. Madame, Monsieur, Campus Matinal s'achève à l'instant. On va s'excuser auprès de nos auditeurs parce qu'on a grignoté quelques minutes après 9h. Ruth Angel, merci d'être venue ce matin. Thank you for having me, and I say to our dear listeners, take the rendezvous for tomorrow, 6 a.m. to 9 a.m. God willing, God bless. Mercedes Biboum, à demain. Yes, tomorrow, Chambella, if by God's grace. Alors, merci aussi Frédéric Omba, qui était également là ce matin. Merci, Rendez-vous pris pour demain, 6h. L'émission était coordonnée par Désiré Tchangala, le chef de chaîne, qui, une fois encore, nous a fait l'honneur d'assister en direct à la production de ce 4e numéro de Campus Matinal, mise en onde par Emendi, réalisé par Jean Sissoko, présenté par Chamberlain Foncourt, et c'est moi, l'animateur intellectuel. Madame, Monsieur, passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes. Nous vous retrouvons demain vendredi pour la dernière édition. À très bientôt. Voilà. Merci d'avoir accepté de venir encore ce matin. Je fais partie des privilégiés parce que vous n'avez jamais refusé mon invitation. Je vous ai pris de court. Oui, oui. Moi, je suis de passage, je rentre dans le champ. Ah oui. Bon, ben, merci. Ok. Alors, vous arrêtez puis vous dites. Des likes, des vues.